le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-0 sur la pelouse du San Siro grâce à un but de Romagnoli sur corner et un but de Kessié sur penalty. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai à mes côtés Théo. Salut Théo. Salut Guillaume. Et Yann. Salut Yann. Salut Guillaume, salut tout le monde. Le Milan donc qui s'impose et qui reste leader de Serie A, qui s'envole même en prenant 5 points d'avance sur l'Inter Milan et Sassuolo, 9 points sur l'Atalanta et la Lazio, des concurrents directs à la Champions League, 6 points sur la Juventus. Milan est leader incontesté de cette Serie A. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'en avez-vous pensé de cette victoire? Yann? Super victoire, tu viens de le dire sur le plan comptable, c'est une super performance qu'on fait aujourd'hui, très bonne opération avec les matchs nuls de la Juventus et la défaite de la Lazio également, la défaite de l'Atalanta, donc très bonne opération sur le plan comptable, sur le plan du jeu aussi. J'ai été très rassuré par la prestation des Rossoneri. J'avais un petit peu peur avec les absences de Leao notamment, l'absence de Zlatan devant, évidemment, je pense que ça fait peur à tout le monde. Ensuite, un des joueurs pour lequel on peut moins se passer en ce moment, Bennacer. Donc, je partais avec pas mal d'appréhension face à ce match. Quand j'ai vu le 11 de la Fiorentina également, je me suis dit, j'apprécie beaucoup leur 11. Je trouve qu'ils ont un 11 très intéressant. Et sinon, sur le plan du match, Milan qui a peut-être un peu de peine à rentrer dans son match. J'ai trouvé un peu confus la position de Brahim Diaz et d'Akan sur le début du match. On comprenait pas très bien qui jouait où. Et puis c'est Romagnoli, l'homme en méforme du moment un peu, qui vient inscrire le but du 1-0 sur corner, qui vient nous rassurer. Et ensuite c'est Kessié sur penalty à la 26e minute. Qui va inscrire le 2-0. On aurait pu même mettre un 3-0 avec doublé de l'Ivoirien qui va rater un penalty à la 38e minute si je me trompe pas, et ensuite Milan qui va gérer son match tranquillement pour garder ses 3 petits points à la maison et conserver sa place de leader. Très bien, Théo. Tu le disais très justement, le bilan comptable est excellent. On distance un peu plus nos concurrents. Après, si on se base sur ce qu'on a vu cet après-midi, je suis surtout déçu par l'opposition. C'était pas une Fiorentina brillante auquel on a fait face. Ribéry a toujours ses jambes d'avant, donc il l'a encore montré. Très bel arrêt de Didio Donnarumma sur une de ses actions. Vlahovic était très intéressant. Amrabat avait fait une bonne saison avec l'Hellas Vérone la saison passée. Enfin, il y avait quand même des raisons de s'inquiéter. On le sait qu'en plus Milan a souvent tendance à gâcher les occasions de prendre les devants et de prendre de l'avance. On l'a vu face à l'Hellas Vérone il y a quelques semaines. Donc non, je suis agréablement surpris par le match qu'on livre, mais aussi lucide sur la performance, pas forcément aux attentes qu'on s'était fixées de la Fiorentina en face. Donc une belle victoire. On compense l'absence de nos cadres. T'en parlais très justement Yann. Jouer sans Zlatan, c'était une nouveauté et on sait que ça va être encore le cas pour quelques matchs. Leao, forcément, s'est blessé avec les espoirs, donc il fallait aussi compenser. Donc non, un 11 légèrement différent, mais la victoire et surtout les 3 points. Et il va falloir se concentrer sur le Celtic qui arrive dans quelques jours maintenant. C'est ce que tu disais, la victoire est importante. On l'a dit, on l'a répété lors des dernières émissions avec des matchs comme les LAS. Enfin voilà, c'est les petits matchs qu'on avait du mal à gagner. Là, c'était un autre cas de figure pour lequel on n'était pas encore confronté, mais bon, on l'a souvent été lors des dernières saisons et Dieu sait qu'à chaque fois on plantait aussi. C'était ce côté de nos concurrents directs sont tenus en échec. Derrière, il faut absolument faire le job et ces dernières saisons, Milan, faisait match nul dans le dur, etc. Là, on le gagne, ce match. C'est très important aussi pour la confiance de gagner ce genre de match quand les autres sont tenus en échec, Théo. C'est surtout d'autant plus important quand on regarde ce que nos concurrents directs ont fait en fait, parce que Pirlo a fait tourner face à Benevento en enlevant notamment Cristiano Ronaldo du groupe. Résultat, match nul et Alvaro Morata serait suspendu pour le derby de la Mole puisqu'il a pris un carton en toute fin de rencontre à la 97e. La Lazio a fait l'un de ses plus mauvais matchs face à l'Udinese. Elle prend un 3-1. Ciro Immobile est le seul buteur côté Laziale. L'Inter avait fait beaucoup tourner et le turnover en deuxième période a permis d'écraser littéralement Sassuolo. Victoire 3-0 chez les hommes de De Zerbi. Et l'Atalanta a perdu 2-0 face à l'Hellas. Donc on était quand même sur 4 concurrents potentiels qui n'ont vraiment pas été à la hauteur, si ce n'est l'Inter. Il y a encore Napoli-Roma ce soir.
Ouais. Mais oui, c'était encore une fois une occasion qu'il fallait saisir absolument. Et voilà, contrairement à l'Hellas Vérone où on avait très mal débuté, on s'était rattrapé, on avait failli perdre. Ce soir, on a pris les devants et on s'impose 2-0 assez logiquement face à la Fiorentina. Voilà, 21 matchs sans défaite, du coup, série encore en cours, encore et toujours. Seule équipe avec la Juve invaincue dans ce championnat d'Italie. On est sur des bases donc du coup qui n'ont pas été atteintes depuis la saison 2004-2005 où le Milan avait donc égalé, je crois qu'on a battu même du coup. On est à 22 points à l'heure actuelle, je crois que c'était moins en 2004-2005. Mais voilà, Milan sur des bases dignes d'un record. Après, faut pas s'enflammer. On se rappelle de la Roma de Rudy Garcia qui avait commencé une saison avec je ne sais plus combien de victoires d'affilée, mais je me semble que c'était même 11, quelque chose comme ça, et qui n'avait pas gagné le Scudetto. Donc la saison encore longue, faut pas s'enflammer, mais ce qu'on voit et ce qu'arrivent à faire les Milanais semaine après semaine en Serie A, c'est quand même super intéressant à voir, d'autant plus que voilà les cadres. Alors moi je me suis assez marré aussi avec les commentateurs de Beansport aujourd'hui qui disaient que ouais il y a pas grand monde à l'infirmerie aujourd'hui, à part Zlatan tout va bien. Bah il manquait Benasser. Il manquait Leao, on avait un Salmakers qui revenait de blessure et là on peut dire que le retour de Salmakers après une blessure, il était assez fou. Enfin moi je l'attendais pas à ce niveau-là, surtout en sachant qu'il revenait d'une blessure. Mais voilà, franchement c'est super intéressant ce qu'on fait et puis voilà, on est premier, on est leader, la saison est longue, mais c'est important de gagner ces matchs maintenant et de prendre un maximum d'avance face à nos concurrents directs. On va passer aux prestations. Ouais, dis-moi Théo. Simplement, j'ai quand même un constat que je trouve assez important et qui est à la fois positif et négatif sur l'impact des coupes d'Europe sur le championnat. On a vu un bilan avec très peu d'envie face à Lille que j'ai trouvé globalement décevant. On marque certes sur un très bon travail de Rebic et le but de Castiero. On se fait égaliser dans la foulée sur un but assez bête. Mais c'était globalement pas du tout le Milan qu'on avait l'habitude de voir en Serie A. Et à côté, les autres équipes qui sont un peu plus données sur les matchs, je pense à la Lazio, je pense à la Juve, ont pas réussi à enchaîner moins d'une semaine après, 3-4 jours seulement en championnat. Je trouve que le rythme va nous être assez préjudiciable à mesure que le temps passe. Et j'espère que on va réussir à trouver cet équilibre d'être performant en Serie A et de l'être aussi en Coupe d'Europe parce que les deux dernières rencontres qu'on livre face à Lille sont quand même largement en dessous en termes d'envie et de qualité de jeu de ce qu'on propose en championnat. Ouais, rien à voir. Ouais, c'est vraiment un problème pour moi qui commence à devenir récurrent sur ces dernières saisons. C'est l'enchaînement des matchs entre la Serie A, entre les coupes d'Europe, on le voit partout. J'ai regardé le match de la Juventus hier où c'était très très limité. J'ai trouvé comme match de la part des Turinois face à Benevento qui, lorsque on a vu Ronaldo a de la peine à jouer 2 matchs en une semaine, Pirlo le laisse se reposer et on a une Juventus qui arrive pas à aligner une bonne performance en Champions League suivie d'une bonne performance en Serie A. Pour l'instant, les Rossoneri, tu l'as dit Théo, arrivent à limiter la casse, même si jeudi j'ai trouvé le match face à Lille vraiment très limite, très moyen, décousu avec un manque d'envie, avec un manque de rythme aussi. Ouais. Vraiment un manque de rythme où le match a du coup été assez ennuyant, j'ai trouvé. Et ça devient problématique, je trouve, cet enchaînement des matchs avec peut-être la pause estivale qui a été moins longue. On voit des joueurs assez marqués physiquement. Donc moi, c'est peut-être un débat qu'on pourra une fois avoir à l'avenir. C'est est-ce qu'il serait envisageable de peut-être avoir un championnat à 18 équipes avec peut-être comme ça la possibilité de se reposer un peu plus. Je suis aussi un personnage qui est pas du tout fan de la Nations League et de ce nombre de matchs amicaux. Parce que pour moi, c'est des matchs amicaux, la Nations League. On a juste donné un nom à des matchs amicaux. Je suis pas non plus fan de cette Nations League qui prend aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de joueurs. Donc, ce sera peut-être un débat une fois à voir qui pourrait être intéressant de parler du nombre de matchs en une saison qui, pour moi, devient de plus en plus contraignant pour les joueurs. Bah c'est ça, surtout qu'avant les trêves internationales c'était 2 matchs. Maintenant, je sais pas pourquoi depuis cette année c'est passé à 3. On a 3 matchs internationaux dans une semaine, donc c'est complètement fou quand tu sais que les joueurs ont quasiment pas eu de pause avec la Covid, etc. Donc pas de pause estivale. Donc ouais, c'est assez fou. Mais pour l'instant, Milan s'en sort. On va passer directement au top et flop, les gars. Tout d'abord les tops. Théo, si tu veux bien commencer. Pour les tops, en 3e position, je mettrais Calabria, qui a été excellent sur son couloir droit.
Il a encore un enchaînement, il va s'en sortir couloir et son centre au point de penalty, il trouve personne. C'est l'action du match qui je trouve qui résume parfaitement sa rencontre. T'en parlais très justement, Guillaume. On avait peu de chance de revoir Salesmakers titulaire et nous sortir un aussi grand match quand on sait qu'il est sorti sur béquille lors de la précédente rencontre. Donc très bon match de Davide Calabria. La pseudo-concurrence qu'il y avait entre lui et Conti il y a quelques années me semble bien lointaine maintenant. Et très content des matchs qui s'enchaînent et qui s'enchaînent bien pour lui pour l'instant. En deuxième position, Salesmakers. J'en parlais juste avant, son association avec Calabria sur le côté droit a été plus qu'intéressante. Il confirme, le Belge, il s'installe petit à petit. Et dans un contexte où on va peut-être recruter Florian Thauvin la saison prochaine, Dini en a beaucoup parlé cette semaine au micro de Téléfoot. Je trouve que c'est de bon augure parce que Castillero, pour moi, se rapproche quand même de plus en plus d'un départ. Pioli essaye de le maintenir dans le groupe, voilà, en le faisant jouer certains matchs, en essayant de pas de le faire se sentir complètement out. Mais voilà, on sent que le niveau ne suit plus. C'est pas un but face à Lille qui va nous faire oublier ses performances. Il faut juger sur le fond et pas forcément sur la forme récente. Donc Castillero, je pense que c'est sa dernière saison qui vit sous nos couleurs. Donc voilà, de se dire que Florian Thauvin sera probablement le titulaire et Salesmakers d'une solide doublure la saison passée. Quand on sait ce qu'on a traversé sur notre couloir droit, c'est quand même de très bon augure. Et puis en première place, Franck Kessié. Inutile de lui reprocher son penalty loupé. Il marque le premier déjà et globalement son match est extrêmement satisfaisant. La passe décisive sur le Romagnoli. La passe décisive aussi. Et puis non, c'est un match complet pour l'Ivoirien qui a su remplacer et assurer surtout seul ce double pivot puisque Benasser n'était pas là. Tonali que j'ai trouvé plus intéressant d'ailleurs que sur les rencontres précédentes. Oui. La percussion dans ses passes commence vraiment à se faire ressentir. Il a une passe en profondeur à un moment pour Akan qui se retourne, frappe pied gauche sans contrôle en se retournant. Ça frôle l'écart gauche et c'était un but inhumain s'il la mettait. Ouais. Mais c'est un joueur qui se perfectionne, l'ancien de Brescia, ça fait plaisir à voir. Et j'espère pour lui qu'il va monter en gamme. Mais aujourd'hui, pour moi, voilà, mon homme du match, c'est Franck Kessié. C'est important de le souligner. Je pense le match de Tonali, je pense pas qu'on peut le mettre dans les tops parce que c'est vrai qu'à côté de certains joueurs comme Kessie ou d'autres joueurs que tu as cités, il a encore du travail, il a encore des choses à prouver, mais c'est très rassurant, je trouve, les prestations de ces derniers temps de l'ancien de Brescia. Je dis également, c'est lui qui offre une passe en profondeur incroyable pour Rebic, je crois. Ouais. Et oui, non, très bon match de Tonali et je trouve que c'est très rassurant parce qu'il a quand même le lourd devoir de devoir faire sa place au milieu de ce double pivot constitué de Kessie et Calabria et c'est pas une mince affaire. Très bien, bah enchaîne sur tes tops si tu veux bien. Alors mes tops, comme je viens d'en parler, moi je pense qu'on peut en parler presque tous les matchs des prestations de Kessie, de Donnarumma, de Kier. Aujourd'hui, je vais parler de quelques joueurs auxquels peut-être on s'attendait pas en début de saison, qu'on aurait pu les placer un jour dans nos tops lors de la saison. Et bon, tout d'abord, je vais mettre en troisième position Romagnoli. Pour moi, on en parle depuis quelques temps de ses contre-performances, qui, moi, je le dis depuis le début, c'est que ça a clairement à voir avec sa forme physique, sa blessure en fin de saison dernière qu'il a toujours pas récupéré pour moi, et ça s'est vu lors du match face à l'Hellas, je ne sais plus quel match où il se blesse à l'échauffement. Il est toujours pas au top physiquement, ça se ressent et je pense que ça a l'impact sur les prestations qu'il fait depuis son début de saison. Mais aujourd'hui, notre capitaine, déjà il marque un but, il nous fait une petite dédicace par caméra pour nous dire les gars, je suis encore là, vous inquiétez pas. Et pour moi, il a bien raison parce qu'on peut pas sur quelques contre-performances d'un coup remettre tout en cause chez notre capitaine. Et ensuite, au-delà de ce but, défensivement, je l'ai trouvé très bon au niveau des anticipations. Il a souvent très bien anticipé toutes les passes en profondeur qui ont été proposées, que ce soit par Poulgar, par Ribéry. Il a été l'auteur de quelques tacles comme je l'aime, son tacle avec son pied gauche qui vient ramasser la balle, le joueur et tout. Donc très grand match de Romagnoli que je mets en troisième place de mes tops. Ensuite, en numéro 2, tu en as parlé Théo, c'est Calabria. Notre côté droit, je l'ai trouvé absolument incroyable cet après-midi, Calabria qui fait défensivement face à Ribéry, qui fait un excellent match.
Il y a peut-être une ou deux fois où Ribéry a réussi à se faire un chemin sur ce côté gauche et à être dangereux. Sinon, Calabria l'a sans arrêt contenu. Coutronnet qui est rentré en fin de match, qu'on n'a absolument pas vu grâce aux prestations défensives de Calabria. Et c'est notamment offensivement que Calabria me plaît. C'est qu'il arrive sur son côté droit, toujours en paire avec Salmakers, à être intéressant et à se projeter vers l'avant. Et comme je l'ai dit, c'est en début de saison, c'est un joueur sur lequel on n'aurait pas misé, je pense, un petit centime de le mettre un jour dans nos tops. Mais il faut saluer son début de saison qui est quand même excellent, même si des fois on revoit encore le Calabria qui nous a fait tant transpirer ces dernières saisons. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment de belles prestations du jeune italien. Complètement. Ensuite, pour moi, l'homme du match aujourd'hui, je l'ai critiqué quelques fois pour parfois son manque de lucidité, peut-être ses choix dans la dernière passe, mais le Belge Alexis Salmakers nous fait un match aujourd'hui. Il est l'auteur, c'est lui qui provoque le penalty, en paire avec Calabria qui lui envoie une passe triangle FIFA incroyable à la 26e minute. Et sinon, pour moi, il est vif, il est rapide sur ce côté gauche. Techniquement, il y a 2-3 fois où sur un petit crochet, sur une petite feinte de corps, il arrive à éliminer son opposant direct. Et je l'ai trouvé tout simplement excellent cet après-midi, Salmakers sur son côté droit, de pair avec Calabria. Donc ouais, c'est des joueurs sur qui j'aurais peut-être pas parié en début de saison, mais qui font pour moi un excellent début de saison. Il faut saluer leur énorme progression depuis la saison passée. Très bien. Et ben alors pour ma part, moi j'aurais pu citer vraiment sans rigoler 11 top, parce que j'ai trouvé les 11 joueurs très précieux dans toutes leurs intentions, etc. C'est un match vraiment pour le coup qu'on a gagné à 11. Donc moi, que ça soit Kier qui était vraiment aux portes de la 3e place, enfin moi c'est des 3 bis. Théo Hernandez qui va te provoquer un penalty qui est très sérieux défensivement également. Romagnoli aussi qui fait une très bonne intervention défensive à la 12e minute. Où il tend la jambe et ensuite il est récompensé de son but, très sérieux. Il y a juste le petit point juste après le but de Romagnoli, Vlahovic qui le laisse et ça fait poteau, je crois. Non, c'est pas l'action du poteau. Il a allumé Donnarumma. C'est pas loin. Mais je crois pas que c'est sur. Je sais plus sur quelle action, mais en tout cas, il est pas concentré. Et Vlahovic s'efface dans son dos. Je crois que c'est sur le côté et ça. Je sais plus quelle action, mais bref, Romagnoli fait un petit oubli, mais vraiment voilà, même Tonali fait un bon match, Brahim je trouve assez bon aussi sur la rencontre, Rebic aussi que j'ai trouvé voilà dans un rôle de Zlatan. Alors le problème avec Rebic, c'est qu'on a joué et Kier notamment a joué comme si c'était Zlatan qui était en neuf. C'est-à-dire Kier a envoyé des longs ballons toute la rencontre sur Rebic. Et Rebic n'est pas Zlatan, donc il a pas gagné 10 sur 10 de ses ballons, mais il a quand même réussi à gagner quelques duels de la tête et a été assez intéressant dans les intentions aussi. Mais en 3e position, je vais mettre Calabria pour l'apport offensif qu'il a eu. Défensif aussi, moi ce qui m'a fait pencher Calabria plutôt que Kier, c'est son intervention à la 89e minute, un 2 contre 1 où, sur son côté où il s'en sort et il fait la bonne interception dans le bon timing et précieux du début à la fin du match. Donc un beau Calabria. En 2e position, j'ai mis Alexis Salmakers. Voilà pour ce qu'il a apporté tout au long de la rencontre aussi. Il provoque un penalty, il aurait pu en provoquer un deuxième avec l'action où Amrabat le pousse du bras et voilà, Salmakers avec son petit corps tombe, mais l'arbitre n'a pas jugé le penalty. Ça aussi, on pouvait en revenir. J'en ai parlé avec Lucas Piccoli sur Twitter de entre les penaltys évidents qui sont revus pendant 3 minutes à la VAR et ceux comme celui-là sur Salmakers où il n'y a même pas une action de la VAR alors que c'est là-dedans que la VAR devrait être essentielle. On pourra en reparler, mais voilà, il y a des problèmes avec cette VAR. Je trouve l'utilisation des arbitres. On n'a plus un seul arbitre qui juge. On voit en première ligue, c'est vraiment des bordels à chaque action, des actions millimétrées, d'autres, c'est très bizarre cette VAR, comment elle est utilisée aussi bien en Italie qu'en Serie A. Mais voilà, grosse performance de Salmakers, j'ai trouvé très bon, très juste aussi, énormément d'envie aussi dans les ballons qu'il perdait. Derrière, il faisait un pressing énorme pour récupérer le ballon avec une belle interception. Donc voilà, et en première position, Kessié pour un match taille patron, un but, une passe D, mais c'est surtout voilà un apport au milieu de terrain, un volume de jeu qui était impressionnant. Donc j'ai mis Kessié homme du match sur cette rencontre. Vos flops les gars, si vous en avez, je vais commencer avec toi Yann.
Ouais, alors moi, déjà juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est une immense prestation d'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clairement notre 11 qui a gagné face à la Fiorentina. C'est important de voir que on est solidaire, on est ensemble au moment où il nous manque des joueurs cadres comme Benacer, comme Zlatan, et qu'on puisse compter sur des joueurs qui vont les remplacer. Malgré ça, j'ai deux joueurs qui m'ont peut-être un peu déçu. Je peux pas les appeler des flops. C'est pas possible d'appeler des flops, des joueurs des flops dans des performances pareilles, dans un moment comme ça de notre saison. Mais il y a deux joueurs qui m'ont peut-être un peu déçu. C'est premièrement Rebic, qui avait, on l'a dit, qui avait la tâche très difficile de nous faire oublier Zlatan euh, en pointe. Je le trouve encore un peu parfois imprécis. Je le trouve aussi parfois très très attiré par son côté gauche, où souvent il essaye d'y revenir. Et il nous manque. Et je pense que ce sera le travail de Maldini et de notre direction de trouver vraiment un personnage qui puisse prendre la place de Zlatan quand Zlatan n'est pas là et quand Zlatan ne sera plus là, parce qu'il a 39 ans, il va plus tenir des décennies à la mise Zlatan, je pense, même si au fond de lui il y croit avec son théorème de Benjamin Button. Mais je pense que ce sera un grand travail de notre direction sur les prochains mercatos d'essayer de trouver un remplaçant à Zlatan, un vrai attaquant de pointe, parce que pour moi Rebic n'est pas vraiment un attaquant de pointe. Et ensuite, mon deuxième flop, c'est un joueur que j'ai adoré dans toutes ses rentrées, absolument. C'est un joueur que je demande directement à Pioli qu'il soit aligné plus souvent, que ça soit sur le côté gauche ou éventuellement de le tenter en 10. C'est Brahim Diaz. Brahim Diaz aujourd'hui, intéressant dans ses prises de balles, intéressant dans ses crochets, mais je crois que c'est Bonera même qui lui dit au bout d'un moment, donne ton ballon. Il a eu aujourd'hui pendant tout le match un petit temps de retard dans ses prises de décision, dans ses dribbles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le mets dans mes flops. Évidemment, c'est pas un flop, j'ai été juste un peu déçu, je pense, du joueur que j'ai trouvé aujourd'hui un peu lent dans sa prise de décision. Toujours très vif, très intéressant lorsqu'il est en direction du but, lorsqu'il part en direction du but, il est très difficilement stoppable par les défenses adverses. Mais aujourd'hui, que ce soit dans sa dernière passe, que ce soit dans un petit dribble, il en a toujours fait un petit peu trop, il a toujours attendu un petit peu trop, et c'est ce qui lui a fait rater pas mal de petites choses, et du coup pour moi c'est ma déception aujourd'hui, c'est Brahim Diaz. Très bien. Toi, Théo, tu as des flops ou pas? Pareil que Yann, un seul flop pour l'instant, et même le terme de flop est trop lourd. Je préfère simplement dire une petite déception. C'est sur Brahim Diaz, qu'on a trouvé un peu plus en dessous de ses performances habituelles. Je le disais très justement, c'est un joueur qui est extrêmement plaisant à voir sur ses entrées de par ses touchés de balle et sa vision de jeu, un peu plus en dessous aujourd'hui. Et d'un autre côté, je pense que les rapports commencent à s'équilibrer un petit peu. Aogué prend du temps de jeu et s'affirme. Brahim Diaz commence à se faire. Donc c'est deux évolutions qui sont intéressantes. On sait qu'ils sont capables de jouer sur les deux côtés, même si Brahim Diaz est un peu plus polyvalent que Aogué à mon sens. Donc non, c'est pas très grave pour l'Espagnol. Il faudra qu'il se remette dedans et qu'il nous propose toujours la même qualité de jeu sur ses entrées pendant les rencontres. Là, on avait dû faire avec des circonstances atténuantes pour qu'il soit aligné titulaire. Donc, on verra bien. Et je rebondissais simplement sur l'apport de Zlatan et la différence avec Rebic. Valentin Paoluzzi vient de sortir une stat que je trouve très pertinente. Sur les 4 dernières saisons, on a compté Zlatan dans notre effectif. Donc, la saison 2010, 2011, 2011, 2012 et les 2 dernières années. Quand on joue sans Zlatan, qu'il soit blessé ou suspendu, c'est 18 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. Je la trouve très intéressante, cette stat. Aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'on gagne certes sans Zlatan, mais face à une Fiorentina assez faible. Mais voilà, cette question de savoir si on est réellement Zlatan dépendant ou pas, on pourra se la poser sur les prochains matchs, voir si avec l'enchaînement des rencontres, on est toujours capable de gagner. Parce que quand même, sur le nombre de matchs qu'il y a sans Zlatan depuis qu'il est là, il y a seulement 2 défaites. Je la trouvais assez intéressante à souligner, cette stat. Ouais. Tout à l'heure, Yann, tu parlais du fait de trouver un réel 9 bis pour remplacer Zlatan, enfin voilà, remplacer vraiment dans un match ou etc. ou pour faire souffler. Parce que là, on utilise Rebic, donc moi je l'ai dit, enfin si on peut appeler ça un problème.
Et le problème de Pioli, si tu veux, c'est que il va pas bouger ses intentions de jeu. Donc je pense que si on recrute un neuf, il faudra que ça soit un profil Zlatan. Parce que tu vois un Rebic qui est plus, si on l'alignait comme buteur, est plus un joueur qui prend de la profondeur. Là, on a vraiment joué avec un Rebic, mais comme joueur d'appui, comme pivot, comme un Zlatan. Et je pense que c'est les attentions de jeu de Pioli. Il veut pas partir dans un jeu comme on pouvait le voir avec Montella ou Gattuso où c'était tout dans la profondeur et il nous fallait un mec rapide pour pouvoir prendre voilà. Où là Rebic aurait peut-être pu être bon. Là pour le coup Rebic on va le garder à gauche. De toute façon on les a ces joueurs donc autant les utiliser. Mais derrière il faudrait un joueur type Zlatan et sur le marché c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas voulu s'orienter vers un joueur, se précipiter vers un buteur en fin de mercato. C'est parce que on a vu beaucoup d'attaquants échouer à Milan. Et là, si Pioli est vraiment certain de vouloir jouer en mode Zlatan, il faut trouver. Le profil est peut-être pas si facile que ça, non, les gars? Alors, profil est extrêmement dur à trouver. Zlatan, c'est un joueur unique. C'est aussi bête à dire que ça, mais trouver un joueur de son âge qui pèse autant sur les défenses, qui a une très bonne intelligence de jeu dos au but et qui, il faut quand même le souligner, a un apport défensif très faible, c'est pas forcément des choses qu'on trouve. On s'adapte aux qualités de Zlatan et on compense ses défauts avec le reste de l'effectif, mais difficile de trouver actuellement un joueur capable de jouer dos au but comme ça. Ouais. Il y avait le Bas Dost il y a quelques années qui aurait pu correspondre à ce profil, mais maintenant il se fait un peu vieillissant. Olivier Giroud me semble aussi en dehors de la compétition. Des profils en pivot comme ça, c'est difficile à trouver. L'exemple d'Arkadiusz Milik dont on parlait, pour moi, Arkadiusz Milik ne rentrera pas forcément dans le projet de Milan. Edin Dzeko, c'est pareil. Enfin, tu parlais de ces échecs d'attaquants en Milan AC et le fait que voilà, on n'ait pas cherché à recruter en fin de mercato, Guillaume. Je sais pas si c'est réfléchi ou pas, mais je pense que c'était la meilleure des décisions à prendre. On compense quand Zlatan n'est pas là avec Rebic. On essaye de lancer progressivement Colombo, même si, comme on en parlait dans les émissions précédentes, il a un début de saison qui est assez difficile parce qu'il a quand même beaucoup de pression sur les épaules et pour moi, il n'est pas préparé de la meilleure manière, mais ça, c'est un autre débat. Donc ouais, la question de déjà savoir si Zlatan sera encore là l'année prochaine ou pas et qu'il soit là ou pas, il va falloir qu'on se penche là-dessus un jour. Mais le profil et la complexité de ce que Zlatan apporte à l'effectif rendent vraiment pas la chose facile au staff qui s'occupe de ça et à Paolo Maldini. Sur le marché actuellement, ouais, c'est difficile. Je viens de voir cet après-midi Edinson Cavani qui fait une rentrée fracassante face à Southampton, une passe décisive, 2 buts. Est-ce qu'un profil comme Cavani pourrait convenir à notre équipe ou c'est déjà trop vieillissant à 33 ans? C'est ce qu'on dit, c'est ce qui est difficile sur le marché actuel. C'est que les joueurs qui ont un peu ce profil-là ont déjà tous un certain âge. Je pense à Dzeko, par exemple. Je pense à Cavani. Je pense peut-être aussi également à Mandzukic, que j'adorais absolument dans ce poste de pivot centre-avant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un problème sur lequel on va vraiment devoir se pencher, je trouve, pour les saisons qui vont venir, parce que Zlatan, il a déjà un certain âge et il ne va plus être éternel. C'est en fait des jeunes, c'est pas un profil d'attaquant qui est vraiment développé ou sur lesquels les jeunes progressent en fait. T'as beaucoup d'attaquants vite parce qu'à cet âge-là ça va vite et tout, mais t'as peut-être un Tommy Abraham qui est un grand attaquant très longiligne et qui bonde la tête, qui peut être dans ce type de joueur. Mais c'est vrai que des jeunes joueurs, c'est plus en fait voilà la manière dont joue Zlatan, c'est comment un attaquant se reconvertit et reste performant avec voilà ses qualités athlétiques qui diminuent. Donc oui, c'est des Milik, oui, c'est des Dzeko, c'est des Giroud. Si tu cherches des joueurs de 25 ans, 23 ans, 27 ans, ça va être peut-être plus compliqué. C'est très dur. Moi, je pense au profil de Molina, Retafe, dans le 4-4-2 de Retafe, où voilà, c'est un profil qui est très vieux, certes, mais qui formait une très bonne attaque avec Mata. Mais c'est toujours des comparaisons avec la dernière étape de l'exemple de ce pivot-là, c'est Zlatan. Donc c'est compliqué de comparer, de vouloir acheter en fonction d'un joueur qui, on le sait, est le meilleur actuellement dans ce domaine-là. Donc ça va être une adaptation qui va s'annoncer très très difficile et on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, beaucoup de courage pour la direction milanaise de trouver un profil qui va correspondre à ça et qui va surtout cocher toutes les cases que Zlatan a fait cette saison. Très bien, on va repasser au débat du jour, comme chaque semaine. Un débat sur Hakan Çalhanoğlu, qui d'ailleurs a fait une plutôt bonne prestation, j'ai trouvé. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission avec Théo là de son magnifique enchaînement
ou si ça trouve le cadre, c'est but de l'année. Il trouve également le poteau, voilà, avec une belle frappe en pivot. Donc un Çalhanoğlu pour le coup qui a fait un assez bon match. Mais voilà, on parle, c'est surtout en début de semaine où on l'annonçait à 90% du côté de Manchester United, l'international turc. On en est où dans cette histoire, les gars? Yann? Bah moi tout d'abord j'ai un peu de la peine. Enfin je reste toujours très très prudent avec ce genre d'affirmation à ce moment de la saison. Pour moi je verrais pas autrement de logique chez un joueur comme Akan de quitter le club maintenant. C'est un joueur qui est arrivé lors de la saison 2017-2018 sous l'ère chinoise avec Montella. On se souvient avec notamment les achats de Borini, André Silva, Rodriguez, Kessie et Bonucci. Et il a quand même traversé pas mal de moments de galère à Milan. Moi, je me souviens de ces bons moments à Milan, c'était lorsque Montella a quitté son poste et Gattuso a débarqué, où je l'avais trouvé très très intéressant, Çalhanoğlu. Ensuite, des moments vraiment difficiles où il est quand même toujours resté, où il a quand même toujours fait part de son attachement à Milan. Et puis maintenant qu'il trouve gentiment enfin le poste qui pour moi est le poste qui lui convient le mieux, c'est-à-dire le poste de numéro 10, je comprendrais mal un départ de la Lombardie maintenant. Après, on en parle aussi dans la presse, il y a un problème avec le règlement de son contrat, je crois, il voudrait être augmenté, ou la direction n'est peut-être pas forcément d'accord. C'est encore des petits détails qui m'échappent, mais je comprendrais vraiment pas autrement une envie de sa part de quitter la Lombardie, où pour moi, il commence gentiment à trouver une place importante au sein de notre effectif. Ouais, et puis c'est pour partir du côté de Manchester, hein. Manchester, c'est assez barricadé avec Bruno Fernandes, non, Théo? C'est pas que c'est barricadé, c'est que c'est l'envie visiblement du joueur. On en parlait en début de semaine, il manque uniquement l'accord salarial. Selon les rumeurs, il est à 90%. Un joueur mancunien dès cet hiver. Moi, je pense que c'est surtout l'analyse de fond en fait qu'il faut avoir sur ce joueur et pas juger ces 6 derniers mois intéressants. Il a toujours pas marqué en Serie A. Il met 4 buts en Europa League parce qu'il a été très performant sur les premiers matchs, notamment au barrage. Mais c'est globalement un joueur qui a sa place et qui se trouve un rôle important depuis trop peu de temps sur les années qu'il a passées. Yann en parlait très justement. Il vient dans un mercato très chargé. Il y a déjà plusieurs saisons et c'est un joueur qui a eu le temps de s'adapter, qui a pas réussi. C'est sa 4e saison. Certes, c'est la première où il joue à un poste où on l'avait connu à Hambourg et au Leverkusen, c'est-à-dire numéro 10. Mais dans le contexte actuel-là, où il a seulement 6 bons mois avec nous et 2 ans et demi où il est titulaire systématiquement sur l'aile gauche et où il apporte très peu, c'est quand même très difficile de refuser le départ de joueurs. Après, la situation dans laquelle il sera à United, elle me paraît tout aussi compliquée. Bruno Fernandes est la priorité absolue à ce poste-là et il apporte vraiment énormément à United. Tony Van de Beek jouait quasiment dans le même registre à l'Ajax et maintenant cantonné à un rôle plus bas et il est souvent remplaçant. Donc un troisième joueur qui se rapproche à ce poste-là, même si Van de Beek est plus un 8, Fernandes est vraiment un 10 de métier. Ce serait une concurrence de plus. Et puis, quelqu'un peut jouer sur le côté. Sauf que sur le côté, si Mata va certainement s'en aller à United et peut-être libérer une place, faut quand même pas oublier les Greenwood, Martial, Rashford, James et toutes les autres pépites qui sont en train de monter parce que le centre de formation de United est très performant. Donc, qu'il s'en aille, de notre point de vue de supporter milanais, je serais pas contre parce qu'il faut quand même pas juger son impact sur l'effectif sur les 6 derniers mois, mais sur les 4 ans qu'il a fait avec nous, les 3 ans et demi plutôt. Mais pour United, un peu du mal à comprendre ce transfert-là. Après, voilà, on sait que le marché des transferts anglais est très attractif. Le joueur veut y aller. Il manque que l'accord salarial et il est en fin de contrat dans très peu de temps avec nous. Ça laisse quand même il y a quand même beaucoup plus d'éléments dans les yeux, dans la balance pour qu'il parte plutôt qu'il reste. À mes yeux, en tout cas. Moi, c'est sur le point de vue du joueur aussi. On sait que c'est un joueur, enfin pour moi, c'est un joueur qui me donne l'impression d'être assez instable psychiquement, enfin qui est assez, qui se laisse vite déstabiliser par la pression. Et puis, je trouve justement que ces derniers 6 mois, il trouve gentiment une petite stabilité qu'il a sans arrêt recherché depuis son arrivée lors de ce fameux mercato rocambolesque en 2017. Et je trouve pour le joueur qu'au moment où il commence un peu à prendre ses marques, qu'il reparte et qu'il tente une aventure dans un club où, pour moi, il va avoir d'immenses difficultés
à s'acclimater. Je trouve que pour lui, enfin personnellement pour son choix de carrière, je comprendrais pas trop à tel choix, à tel départ. Surtout pour un C'est un club comme joueur qui est en fin de Manchester. contrat en plus. Hein. Dans 6 mois, c'est plus un joueur chez nous et on l'a toujours pas prolongé. Hein. Et c'est visiblement pas sur ce mercato-là qu'on va parler prolongation en plus d'un départ. Ouais, c'est pour moi, moi aussi, je suis complètement perplexe sur son choix en fait. C'est que c'est un joueur qui a eu énormément de crédit chez nous. Enfin voilà, avec Kessié, même quand ils étaient pas bons, Gattuso continuait de le faire jouer. Vraiment, il était vraiment dans les plans de tous les coachs qu'il a eu, avec des performances vraiment plus qu'en dents de scie. Et là, de aimer avec une concurrence, voilà, comme on l'a dit, il a très peu de concurrence actuellement. Il a un crédit monstrueux, alors que voilà, il est quand même sur les dernières semaines un peu en dedans. Mais partir du côté de Manchester, il connaît bien la Bundesliga. Donc l'année dernière, on parlait de Leipzig, même en début, enfin pendant le mois de novembre, on a évoqué un peu Leipzig, ce qui serait un choix un peu plus juste pour Hakan Çalhanoğlu. Là, de partir découvrir un championnat tel que la Première Ligue chez un Manchester United qui vraiment a tout sauf besoin d'un Çalhanoğlu, je trouve. C'est vraiment aller s'enterrer. Hein. C'est vraiment aller s'enterrer. Je vois pas en fait qu'est-ce qui le branche. Alors que Milan est premier du championnat, Milan fonctionne avec lui pour le coup en plus. Je vois pas qu'est-ce qui le branche à part sur le point de vue salarial pour aller du côté de Manchester United. On va en parler maintenant de ses prétentions salariales. Donc Hakan Çalhanoğlu touche actuellement 2,5 millions par an. Il en demande 7. Donc, ce qui est autant que Zlatan Ibrahimovic et 1 million de plus que Gigio Donnarumma. Et le club lui en proposerait que 3 à 3,5 millions. Que 3, le que entre guillemets. Mais voilà, en fait, l'écart qui sépare Hakan entre les 7 millions qu'il demande, 3 millions, 3,5 millions que propose le club et les 2,5 millions qu'il touche actuellement. Est-ce que, donc toi Théo, t'es assez dubitatif sur le fait qu'on puisse parvenir à un accord. T'en penses quoi toi Yann de ça? Moi, pour moi, c'est pas faisable et je trouve très culotté de la part du joueur et de son agent de demander autant. On passe du simple au double. C'est un salaire de Zlatan Ibrahimovic. Même pour moi, Zlatan Ibrahimovic, c'est déjà beaucoup trop. Mais enfin, ça, c'est un autre débat sur les salaires des footballeurs en général. Mais de pouvoir avoir la prétention de demander autant, justement, après 6 bons mois, je suis très déçu d'entendre de telles choses venant d'un joueur de notre équipe, quoi. Et peut-être une petite parenthèse aussi, quand on voit, je pense que les joueurs sont pas étrangers à tout ça, quand on voit l'état dans lequel le pays de l'Italie est, dans le pays dans lequel il habite, donc à Milan, et qu'on voit des gens galérer, des gens qui arrivent plus à boucler certaines fins de mois et que lui est en grosse galère pour savoir s'il aura entre 3,5 et 7 millions. Je trouve ça très prétentieux de sa part quand on voit la situation actuelle. Et même le club de Milan, je parle des petites personnes qui sont en galère, même tous les clubs de Serie A en général et tout, ont beaucoup de peine à boucler leur compte cette année à cause de la crise sanitaire. Et je trouve ça très, très limite d'avoir de telles prétentions salariales lorsqu'on connaît la situation actuelle dans laquelle on vit en ce moment. C'est un contexte qui est quand même plus global aussi. C'est un joueur qu'on a acheté pour un peu moins de 24 millions, quand on voit actuellement 30 selon Transfermarkt. Son contrat se finit dans 6 mois et j'ai vraiment l'impression que cette situation-là d'un ailier qui est en méforme avec nous et qui trouve son équilibre suite à un changement de coach ou de dispositif et d'un seul coup tout l'équilibre est balancé. Souzo, c'est quand même le dernier exemple qu'on a en vue. C'est un joueur qui a apporté énormément pendant des années sur le couloir. Quand Gianpaolo est venu, il a été replacé dans l'axe, il a été tenté en 10, tenté à des postes où c'était pas le sien, il s'en est pas très bien sorti. Il était dans une situation un petit peu de cul-de-sac, il est parti et maintenant il s'en sort mieux à Séville. Mais après voilà, t'en parlais très justement Guillaume. Pour moi ce départ à United, si ce n'est les prétentions salariales, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Surtout quand on prend vraiment à l'intégralité de son aventure milanaise et les difficultés qu'il a vécu tout simplement. Yann le disait très justement, c'est un joueur qui sous Gattuso avait un totem d'immunité. Il l'a toujours sous Pioli, mais pour des raisons bien différentes, parce que je vois son poste de prédilection lui donne quand même un rôle bien plus important dans l'effectif. Il faut pas se mentir là-dessus. Mais si on juge sur l'intégralité de son aventure milanaise et encore plus si on prend l'impact de la potentielle arrivée de Szoboszlai, ça commence à faire beaucoup d'éléments et
moi, à 6 mois de son contrat, quitte à ne pas aboutir à une prolongation s'il partirait pas cet hiver et voir le partir librement cet été, je préfère prendre entre 30 et 40 millions maintenant et m'assurer de récupérer Szoboszlai ou un numéro 10 prometteur, plutôt que continuer à jouer avec, que on se rende compte qu'il est toujours pas en accord salarial avec le club et que cet accord il se résoudra jamais parce qu'il partira libre dans 6 mois. Donc c'est encore une situation de cul-de-sac un peu similaire à celle de Souzo, mais dans le contexte actuel, je le vendrais moi, à Cannes. On en parlait tout à l'heure du problème de trouver un profil comme Ibra. Pour le coup, un profil de 10, il y en a un paquet. Et les gars, je vais vous lancer du coup là-dessus. Sur est-ce que vous voyez à l'heure actuelle, après c'est peut-être un peu prématuré, mais un joueur qui pourrait remplacer Akan sans bousculer les idées de jeu de Pioli? Yann. Alors moi, il y a différents joueurs. Déjà, important de savoir, c'est que pour moi, le rôle d'un numéro 10 dans une équipe et surtout dans un dispositif, pardon, comme le 4-2-3-1, c'est un rôle extra important. On le voit, moi j'ai un joueur numéro 10, c'est mon idéal en numéro 10, c'est Kevin De Bruyne à Manchester. On le voit, c'est vraiment le métronome de l'équipe. C'est lui, quand il a envie que l'action parte en profondeur, que l'action parte sur un côté, sur un autre. C'est vraiment lui le chef d'orchestre du milieu de terrain. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous manquer. Je pense encore pour faire encore un saut de qualité un peu plus dans notre niveau de jeu. Au niveau des numéros 10, on parle souvent de Szoboszlai. Désolé pour la prononciation, je suis pas encore tout à fait au point là-dessus. Qui a vraiment une grosse cote qui a une grosse cote sur ses quelques apparitions en Champions League. Il est très intéressant sur coup de pied arrêté, très intéressant. Donc c'est un joueur qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Ensuite, il y a deux autres joueurs qui me parlent bien à ce poste-là. C'est tout d'abord Isco qui n'a plus la cote à Madrid. Au niveau de ses contrats, au niveau en plus Isco. Ancelotti l'aimait bien et il l'aime toujours visiblement. Donc mais le poste est intéressant. Isco, c'est un très bon joueur. Isco est un joueur qui me fait vraiment rêver à ce poste-là, que j'adore dans ses peut-être un peu léger physiquement parfois, mais c'est un joueur qui me ferait vraiment rêver à ce poste-là. Et sinon, c'est toujours un peu dur d'aller piquer des joueurs chez nos voisins. On le sait, on l'a vu ces dernières fois avec les transactions avec la Juventus ou comme ça. Mais pour moi, un joueur comme Eriksen, qui a 29 ans, qui pour moi passe totalement à côté de son expérience à l'Inter, je trouverais très intéressant aussi à ce poste-là. On le sait, très bon aussi sur coup de pied arrêté. Eriksen, c'est un joueur qui me ferait également rêver au poste de numéro 10 pour prendre la place d'un éventuel départ d'Akan. Ouais, j'adore. L'avantage d'avoir Eriksen, c'est qu'on connaît bien, c'est qu'on l'a vu. C'est un joueur qui est extraordinaire. Et puis surtout, c'est un joueur, on pouvait clairement se questionner sur son apport tactique dans le 3-5-2 de Conte, tout simplement. Moi, j'étais assez étonné de voir que quelques jours avant son arrivée, Conte testait en match amical un 3-4-1-2 avec Alexis Sanchez en numéro 10 et Lautaro et Lukaku devant. Je me disais que voilà, la rigidité qu'on lui promettant à Conte, qu'on lui admet, parce que c'est un joueur un entraîneur qui est quand même très rigide tactiquement, il va peut-être la changer avec l'arrivée d'Eriksen, supprimer un de ses trois milieux et passer avec un 10. Mais pas du tout, ça a été vraiment que temporaire. Eriksen se contente d'entrée de jeu cette saison. Et c'est vrai que pour le coup, là, en termes d'adaptation tactique, Pioli, certes, devrait s'adapter au jeu de Christian Eriksen qui est différent parce que c'est pas forcément les mêmes qualités, mais c'est le même poste, c'est le même apport offensif. Ça réduirait quand même beaucoup. Mais il a porté ce maillot de l'Inter. Là-dessus, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est qu'est-ce que gagnerait l'Inter à nous le laisser? Et je pense que actuellement, dans les finances du club, Eriksen, c'est un problème parce que c'est un remplaçant, mais avec un salaire de superstar quand même. Il a un gros salaire. Un remplaçant qui a coûté 20 millions à 6 mois de la fin de son contrat. Hein. Ouais. Pas sûr qu'on paye moins de 20 millions pour l'avoir. Ouais. Ça me paraîtrait même inévitable qu'on doit payer plus. Ouais. Et c'est un joueur qui en plus est sur le banc et coûte cher, t'as raison. Qui est donc pour l'Inter, mine de rien, le laisser après, voilà, c'est bien sûr laisser un joueur partir à Milan, c'est compliqué de l'imaginer, mais actuellement Eriksen c'est un casse-tête et ça devient un problème puisqu'un casse-tête pour les dirigeants de l'Inter. Pour le Milan, recruter un mec comme Eriksen, ça a tout d'une bonne option, surtout si on arrive à gagner 15-20 millions aussi pour un Akan, parce que Akan, tu disais qu'il vaut 30 millions sur Transfermarkt.
Mais à 6 mois de la fin de son contrat, on le vendra jamais 30 millions. Donc c'est pareil, un joueur qui va partir autour de 15-20 millions grand max, si jamais. Ouais, on verra bien combien United, c'est le marché anglais, hein. On peut peut-être avoir une bonne surprise. Ouais, le marché anglais est toujours assez épatant. Hein. Mais voilà, il y a le Covid, enfin, il y a un impact autour. Mais Eriksen, je pense aussi à ça. Ça pourrait être une belle histoire aussi si on se projette un petit peu le joueur refusé de l'Inter qui brille à Milan. Ce serait beau aussi pour l'histoire parce qu'on les connaît ces crossovers de partir de l'Inter à Milan, ça marche des fois. Clarence Seedorf en est un bel exemple. Voilà. Il y a des exemples comme ça et c'est vrai que en plus tu disais très justement Guillaume, mais ça relève quand même beaucoup plus du casse-tête que de la chance d'avoir Eriksen pour l'Inter, qui est vraiment dans une situation où Conte est pas décidé à repasser avec un 10 devant. Il fait jouer quand même Barella plus haut sur certaines rencontres, mais il n'y a pas vraiment de numéro 10 qui est installé dans son dispositif. Et c'est Eriksen qu'en paye les pots cassés, malheureusement. Donc il y a une opportunité là-dessus. Très bien. Eh ben, je vous remercie, les gars. On va refermer cette émission. Petite pensée pour Romain Grosjean, victime d'un gros accident. Tout notre soutien vont vers lui. On espère le voir très vite en Formule 1. Je voulais lui adresser ce petit message. Et puis, on se retrouve donc face au Celtic jeudi prochain pour une nouvelle performance du Milan, on l'espère, et peut-être une qualification parce que Milan peut se qualifier, non? Si on gagne. Je crois que Celtic est un concurrent direct. Milan peut se qualifier et surtout, ça va dépendre de ce que Lille en fait fait. Ce que Lille fait, ouais. Mais oui, on se rapprocherait quand même de plus en plus d'une qualification sereine. Donc, quitte à aller gagner face aux Écossais, je suis preneur. Puis, il faudra aller confirmer dans le week-end à l'extérieur face à la Sampdoria aussi. Voilà, ça c'est le match qui va m'intéresser cette semaine vraiment. Match piège pour moi. Se déplacer à Gênes, affronter la Sampdoria qui est pas sur une mauvaise lancée, je trouve, sur ce début de championnat. Donc ça va être un vrai match. Très bien. Et les rendez-vous sont pris, les gars. Merci. Bonne semaine à vous, chers auditeurs, et Forza Milan. Ciao. Ciao tout le monde.